Добрый день, уважаемые коллеги. Рады приветствовать вас на брифинге посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родиона Валерьевича Мирошника. В ходе сегодняшнего мероприятия будет представлен обобщающий доклад по преступным деяниям. Le rapport complète sur les crimes du régime de Kiev de 2024. Et При этом придерживаться тематики нашей сегодняшней встречи. Также хотел бы обратить внимание, что мы находимся сейчас в прямом эфире, и наш брифинг переводится. vous posez vos questions. Maintenant, nous sommes en ligne et le briefing est interprété en anglais, en français et en espagnol. Je vous donne la parole. Bonjour, mesdames et messieurs. Avant de présenter le rapport annuel de l'ambassadeur itinérant sur les crimes du régime de Kiev de 2024, je voudrais aborder certaines conclusions qui deviennent évidentes après avoir analysé l'ensemble de documents sur les actes criminels des structures militaires ainsi que politiques du régime de Kiev et de la dictature militaire de Zelensky. Pour le régime de Kiev, le meurtre d'enfants et de civils, les femmes, les personnes âgées, est un soi-disant moyen de pression très souvent utilisé contre la Russie et personnellement contre le président Poutine. Les ordres de remettre au zéro la population civile sont donnés par les dirigeants de Kiev. Ces ordres sont transmis aux groupes armés qui les exécutent avec diligence et les dépassent en complétant les meurtres par les brimades, les violences sexuelles, des menaces, des humiliations. Des combattants ukrainiens admettent qu'en effectuant des harcèlements envers les gens civils, ils agissent sur l'ordre de leur commandement. Et ils ignorent complètement dans ces périodes le droit humanitaire international. Lorsque des informations sur des meurtres, des violences et des pillages commis par des combattants ukrainiens sont connues, les organismes de propagande étatique ukrainiens tendent à les présenter au public ukrainien radical comme une sorte de victoire ou d'accomplissement sans la moindre trace de remords. Ils regrettent seulement parfois que les informations sur leurs exploits soient portées à la connaissance d'un public international. Ces crimes commis par les nazis ukrainiens et ils tâchent d'éliminer toute résonance autour de cet révèlement au public international. En août 2024, après que les forces armées ukrainiennes ont effectué une incursion terroriste dans la région de Koursk, Zelensky, commentant le comportement des combattants ukrainiens sur la ligne de front, a déclaré, et je cite, « Notre peuple ne traite pas les civils, même ceux d'un État ennemi, comme des bêtes. Nous nous comportons comme des êtres humains. » Fin de citation. Lorsque nous recevons des données de Ruskaya Parech dans la région de Koursk concernant les civils torturés, violés et tués à bout portant, lorsque nous apprenons que des réfugiés ukrainiens ont été attaqués par les drones ukrainiens à Chasov Yar, que certaines résidents de Silidovo dans la République populaire de Donetsk ont été fusillés par les unités punitives ukrainiennes, nous voulons dire à Zelensky qu'il n'est pas nécessaire d'humilier des bêtes de cette manière. Les nazis qui ont commis ces crimes sont bien pires que les charognards, car ils effectuent ces actes de violence avec la conscience. Ils continuent la politique de leur idole idéologique, les punisseurs et les assistants de l'Allemagne nazie à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. La pratique quotidienne bien établie des combattants du régime de Kiev consiste en des frappes régulières, délibérées et ciblées contre des objets civils et les lieux de la concentration de la population civile dans la zone de la ligne de front. Cependant, il est extrêmement difficile d'interpréter les actions des forces armées ukrainiennes comme des attaques aveugles sans discrimination lorsque la population civile devient une victime
collatérales de ces frappes. Et le but est de créer les conditions insupportables pour avoir un certain effet politique. Au cours de quelques mois de l'année 2024, le groupe armé ukrainien ont tiré au moins 87 885 pièces de munitions sur des cibles civiles russes, en moyenne 240 frappes par jour effectuées à l'aide de tout arsenal disponible fourni par l'Occident aux frais de contribuables de ces États. 2 armes à longue portée jusqu'à armes de petit calibre. Et la plus meurtrière et la plus mutilante des armées utilisées par les forces armées ukrainiennes contre la population civile est le but d'artillerie de calibre 155 mm de l'OTAN. Plus de 40% des victimes civiles ont été tuées ou blessées par les fragments de but produits aux États-Unis, en Allemagne ou en Corée du Sud, et payés avec l'argent des contribuables de 18 pays occidentaux. Avec des éclats d'obus, des têtes explosives, des objets de fragmentation, la République tchèque a activement participé à la recherche, à l'achat de tels obus dans le monde entier afin de les utiliser pour tuer la population dans les régions russes. Aujourd'hui, le président tchèque a le plaisir de rendre compte de ces réussites dans l'organisation du massacre de civils. Et ainsi, nous pouvons dire la même chose sur autres leaders occidentaux. La deuxième arme la plus utilisée pour tuer et mutiler les civils est des drones de combat. Le nombre des victimes civiles a doublé à la fin de l'année par rapport au début. Et chaque troisième personne est une victime des frappes de drones ont touché au moins en 1481 civils, dont 1271 ont été blessés, parmi lesquels 44 enfants mineurs. 210 personnes ont été tuées par des frappes de drones ukrainiens, dont 11 enfants. Et je tiens à souligner que dans les cas d'attaque de drones contre les civils, les combattants ont presque regardé les yeux de leurs victimes pendant qu'ils effectuaient les frappes mortelles. Au total, en 2024, selon les données les plus modestes vérifiées à ce jour, au moins 5 399 personnes auront été victimes de crimes ukrainiens, dont au moins 8 009 auront été tués. Et malgré, mais pendant les procédures d'enquête, ces chiffres augmentent inévitablement. Actuellement, ce chiffre n'inclut pas au moins 350 civils tués par des combattants ukrainiens dans les territoires déjà libérés ou en cours de libération par nos forces armées. Des procédures de la collecte d'informations se poursuivent et les corps de nombreuses personnes mortes autour des forces armées ukrainiennes dans ces zones étaient déjà retrouvés. Les témoignages de leurs proches étaient recueillis. L'emplacement de nombreux lieux de sépulture est connu et les circonstances de leur mort sont en train d'être établies. Parmi bien sûr, on va continuer ce travail. En ce qui concerne le bombardement systématique et planifié dans la zone civile par les forces armées ukrainiennes, je peux noter avec certitude que la densité et l'intensité maximale des frappes avaient des motifs et des raisons politiques. Le nombre le plus élevé d'attaques, avec plus de 410 frappes par jour, s'est produit au cours de la première décennie de première décade d'août était liée à l'incursion en Koursk de forces armées ukrainiennes. Zelensky et ses parents avaient un besoin urgent de montrer qu'il était encore capable de faire quelque chose, qu'il était nécessaire de continuer à investir des fonds et des armes en leur faveur. Le deuxième pic a été atteint au cours de la deuxième décade de mars, lorsque les forces du dictateur ukrainien ont été déployées pour tenter de saper l'élection présidentielle russe
dans les territoires de la ligne de front, par exemple à Belgorod. Et le troisième pic, c'était la fin de septembre, lorsque Zelensky a fallu créer un arrière-plan pour son voyage aux États-Unis afin de soutenir le candidat démocrate à la présidence Kamala Harris. Je me permets de vous rappeler les événements les plus tragiques de l'année écoulée, à savoir les frappes des combattants ukrainiens sur les biens civils, au cours desquels des dizaines de civils ont été tués. Le 21er janvier, le bombardement du marché de Donetsk Textile Chic, 27 personnes mortes, 27 personnes blessées, les personnes civiles. Le 3 février, samedi après-midi, une attaque du LRM IMARS contre un café de famille à Lysychansk, dans la République démocratique de Lugansk. 29 personnes mortes, 10 personnes blessées, dont 3 familles, une femme enceinte et son enfant de 5 ans. Le 12 avril, les roquettes ont frappé la ville de Tokmak, la région de Zaporogie. 6 personnes mortes, dont 3 enfants, 28 personnes blessées. Le 12 mai, une frappe combinée sur une maison à Belgorod, 19 personnes mortes, 27 personnes blessées. Le 7 juin, une frappe de missiles attaqués sur Luhansk, la République démocratique de Luhansk, 6 personnes mortes, 60 personnes blessées. Le même jour, le 7 juin, des missiles du LRM IMARS ont frappé un magasin d'alimentation dans le village de Sadovaye, l'oblast de Kherson, 22 personnes mortes, 15 personnes blessées. C'était une autre frappe contre les sécuristes et les voisins qui sont venus pour aider les blessés. Le 23 juin, une attaque missile sur une plage de Sévastopol. 4 personnes mortes, 153 personnes blessées. Un autre 27 enfants ont été blessés et 2 sont morts sur place. Si nous parlons de la chose la plus précieuse et la plus douloureuse, c'est la mort et la souffrance de nos enfants. En 2024, presque 350 mineurs ont souffert des actions de combattants ukrainiens. 51 enfants ont été tués. Des enfants ont été tués et blessés par des bombardements, des frappes ciblées de drones sur les transports civils, des bâtiments résidentiels, des terrains de jeu. Des enfants ont sauté sur des mines et des sous-munitions en fragmentation. La plupart des enfants ont été blessés dans la République populaire de Donetsk. 127 enfants ont été blessés, 11 enfants ont été tués. Dans la région de Belgorod, 88 enfants ont été blessés et 2 enfants mineurs ont été tués. Le plus jeune enfant tué n'avait que 4 mois, une petite fille, Lisa, qui a été transpercée par les éclats d'obus dans LRM tchèque lorsque les forces armées ukrainiennes frappaient le centre de Belgorod où il n'y avait ou ne pouvait y avoir aucun matériel militaire ni aucun site militaire. Seules les mères se promenaient avec leurs enfants et les familles faisaient des courses au centre commercial. En avril, dans la région de Bryansk, Sacha Kachevski, 12 ans, rentrait de l'école à vélo lorsqu'un obus ukrainien a explosé à 3 mètres de lui et le garçon a succombé à ses blessures sur place. Le lendemain, dans la région de Kursk, un drone ukrainien a rattrapé une voiture civile dans laquelle se trouvaient Margarita, 9 ans, Yekaterina, 12 ans, et leur père. Et ils ont tous été tués sur place à cause de l'explosion du drone piloté par un opérateur ukrainien. Un autre fait qui confirme que les forces armées ukrainiennes agissent délibérément et veulent tuer autant de civils que possible. Ce sont les attaques planifiées contre les médecins et les services de secours. Dans la plupart des cas, les attaques contre les sécuristes, ce sont des frappes terroristes répétées. Des drones des forces armées ukrainiennes volent dans l'espace aérien au-dessus des sécuristes pour empêcher l'arrivée des médecins et empêcher d'effectuer l'aide médicale. Donc, 160 membres de services d'urgence ont été touchés, 97 secouristes ont été blessés, 4 sont morts parmi les travailleurs des services publics, 40 personnes ont été blessées et 15 sont mortes. À part, nous mettons en évidence les crimes du régime de Kiev envers le personnel médical et les installations médicales qui,
conformément au premier protocole additionnel aux conventions de Genève, doivent être respectées et ne faire l'objet d'aucun type d'attaque. Mais chez les nazis ukrainiens, c'est tout à l'inverse. Le Croix-Rouge se combine immédiatement avec le viseur d'armes et devient le but de l'attaque. Au cours de l'année écoulée, près de 30 médecins ont été attaqués au cours de leur service, dont 24 ont été blessés et 5 sont morts. Le 7 août, une équipe de réanimation qui se rendait à Soudja pour secourir une femme enceinte blessée a fait l'objet d'une attaque cynique. Donc, au résultat, 2 médecins ont été tués et une réanimatrice a été transportée à l'hôpital avec de graves blessures. Le 25 novembre, un drone FPV ukrainien a attaqué une voiture d'ambulance qui se précipitait pour aider un blessé. L'explosion du drone kamikaze a rendu la voiture inutilisable et les médecins ont réussi à s'échapper, mais le blessé, qui attendait l'arrivée des médecins, est mort. Le nombre de frappes de drones et de missiles à Kreminaya, à Lochka, ces frappes contre les hôpitaux ne peuvent pas être calculées. La population ukrainienne, qui n'a pas justifié la confiance de Zelensky, devient l'objet des harcèlements des forces armées ukrainiennes. Les mesures punitives du régime de Kiev provenant de motifs politiques sont adressées à tous ceux qui ont perdu leur illusion face à Zelensky et à sa stratégie de destruction de l'Ukraine. Spécialement, il s'agit des citoyens qui vivent dans les régions situées à l'est et au sud-est de Kiev. Des instructions données aux punisseurs ukrainiens ressemblent à ceci. Tous ceux qui ne veulent pas quitter leur maison, ceux qui sont en état d'attente, doivent être éliminés. Tous ceux qui veulent fuir la guerre vers les troupes russes doivent être bloqués ou éliminés. Tous ceux qui parlent russe doivent être fusillés. Ne s'agit-il pas là des signes extrêmement reconnaissables du néonazisme, de la nature haineuse du régime de Zelensky? Selon les données préliminaires, au cours de seuls derniers mois de 2024, les combattants ukrainiens ont tué ou amené à la mort au moins 300 à 350 civils dans un nombre de localités de territoires libérés de République démocratique de Donetsk ou de Koursk. Des escadrons punitifs ukrainiens ont abattu plus d'une centaine de civils à Selidovo et ces chiffres ne sont pas finaux. Plus de 30 civils ont été tués par les nazis alors qu'ils tentaient de quitter Tchasov Yar. Les gens avec les drapeaux blancs ont été frappés par des drones. Et selon les témoignages, beaucoup de gens ont été tués dans la région de Koursk, plus d'une centaine de civils. Et ce chiffre n'est pas final aussi. En conclusion, je voudrais souligner que la liste des crimes commis par des combattants du régime de Kiev et de leurs dirigeants politiques est énorme. Elle comprend la violence sexuelle, les menaces, l'harcèlement contre la population civile qui a fait face à des punisseurs ukrainiens. Les actes les attentats, les exécutions extrajudiciaires, le pillage de biens des civils sont très fréquents et il faut mener des enquêtes internationaux et jusqu'à ce moment, le financement des actions des Ukrainiens seront continués. La vérité sur les crimes du régime de Kiev est délibérément bloquée, de même que toute proposition d'enquête indépendante doit être menée. Mais la situation évolue rapidement et nous travaillons sur les enquêtes de tous les crimes commis par le régime de Kiev. Nous collectons les données sur la participation des représentants de l'Occident dans le financement et l'aide à ces crimes. Le texte intégral du rapport en russe sera publié sur le site web du ministère russe des Affaires étrangères après le briefing et il comprend plus de données que j'ai présentées lors de mon briefing. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Monsieur Mirochnik, pour la présentation de ce rapport. J'invite tout le monde à visiter ou rendre sur notre site et lire ce rapport ô combien important sur les crimes du régime de Kiev commis lors de l'année passée. S'il vous plaît, chers collègues, je voudrais passer la parole à l'agence Vecteur Russe Stratégique. S'il vous plaît, à vous la parole. Est-ce que vous êtes là? Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, bien sûr, posez votre question, s'il vous plaît. Monsieur Mirochnik, merci beaucoup d'avoir présenté votre rapport. Bien sûr, c'est dommage de l'apprendre quand on a dans la mémoire la victoire de nos grands-pères. La question est la suivante. Vladimir Poutine, lors d'une visite à MGU, a dit que si les pourparlers vont commencer dans le cadre des lois existantes, ils seront illégitimes. Est-ce que on pouvait, au lieu de ces pourparlers, juste annuler la reconnaissance de l'Ukraine en tant qu'État indépendant et ainsi rendre la livraison des armes à l'Ukraine illégale et arrêter ces crimes? Vous savez, l'annulation de la reconnaissance de l'Ukraine ne va pas résoudre la question des actions militaires et de l'envoi des armes. L'Occident envoie des milliards de dollars, il envoie des instructeurs, il envoie aussi des armes à l'Ukraine et il crée une aide diplomatique sur les plateformes internationales. Alors, je pense que seules les actions communes qui visent à bloquer ces livraisons d'armes, les actions qui visent à reconnaître le caractère criminel du Kiev et l'arrêt du financement du soutien à ce régime pourra arrêter tout cela. Quelles qu'en soient les actions militaires, tout se termine par les pourparlers et ces pourparlers vont déboucher sur les résultats qui garantiront, qui donneront les garanties de sécurité. Il s'agira aussi des conclusions militaires, des conclusions politiques, et cela arrêtera les actions de ceux qui ont déclenché cette guerre sur la ligne de contact. C'était ceux qui ont provoqué ces actions militaires. Je pense qu'à présent, les questions juridiques, les moyens juridiques sont assez limités parce qu'il y a maintenant des actions militaires, des hostilités sur place. Et donc, il faut comprendre les causes profondes du conflit et c'est de ces causes profondes et de leur règlement que dépendra l'issue du conflit. Merci. S'il vous plaît, la chaîne Zvezda. Bonjour, Monsieur Mirochnik. J'ai 2 questions. Première question. Est-ce que vous disposez des informations sur le nombre de criminels de guerre parmi ceux qui ont été pris en otage dans les régions de Koursk? Deuxième question. Les statistiques, toutes les informations que vous avez collectées, est-ce que vous avez l'intention de la transmettre au courant international? Est-ce que cela a un certain sens? Quant aux criminels militaires dans les régions de Koursk, à présent, il y a une enquête qui fonctionne, une instance spéciale qui fonctionne, et nous sommes en contact, nous recevons des informations chaque jour, mais pour l'instant, des hostilités se poursuivent sur ce territoire. On parle par exemple d'un incident atroce qui s'est produit dans le port Etcherus. Il est à 1 kilomètre de la ligne de contact. Alors, y mener une enquête, une pleine enquête, c'est quand même difficile à cause de cette proximité de la ligne du contact. Donc, je propose à tout le monde d'attendre la fin des hostilités sur la région de Koursk et après cela, les structures chargées pourront mener cette enquête, pourront décrire toute la situation, pourront fournir des caractéristiques nécessaires et pourront désigner les criminels, les principaux criminels, ainsi que donner leur nombre précis. Mais bien sûr, il faut rester en vie jusqu'à ce moment-là. La question de vengeance, c'est la question qui surviendra après la fin des hostilités.
Pour l'instant, il faut collecter ces données de manière très détaillée et précise, et ce sera à la base des accusations de ces gens-là. Pour ce qui est du nombre, il est difficile de le donner précisément maintenant, mais nous allons au fur et à mesure vous donner des informations. Quant à la transmission des données statistiques, oui, bien sûr, tous les données que j'ai exposées lors de ce briefing, ils vont être transmises aux organisations internationales dans le format qui leur convient et ils sont également transmises par nos missions diplomatiques à des organisations internationales en question. C'est un travail constant 24/7 qui est effectué par toute une série de départements de notre ministère. Nos délégations ministérielles se trouvant dans des organisations internationales le font aussi. Nos missions diplomatiques le font aussi. Nous informons les États qui suivent de près les développements. Il est très important de donner des informations vraies à nos partenaires. Il s'agit des partenaires qui suivent de près tout ce qui se passe et qui ne participent pas au soutien du régime de Kiev. Nous espérons bien que les données que j'ai par exemple exposées aujourd'hui auront de l'influence sur la position officielle, la formation de la position officielle de ces États. Chaque chose en son temps. Pour l'instant, il nous faut collecter les données, les transmettre à nos partenaires, les présenter à des plateformes internationales et après la fin du conflit, il faudra procéder à des tribunaux et je suis sûre que les gens qui ont violé les normes du droit international vont se retrouver sur le banc d'accusés. Vous avez d'autres questions, collègues? La voix de la patrie, s'il vous plaît. Comment pouvez-vous commenter le fait que dans la région de Koursk, il y a des témoignages de l'incursion des forces armées étrangères, non pas ukrainiennes, et que les tortures ont été effectuées par des mercenaires étrangers? Merci pour votre question. Oui, nous disposons de ces données. Moi, j'ai visité Koursk à plusieurs reprises et j'ai parlé à toute une série de gens qui sont devenus victimes des crimes des terroristes ukrainiens. Les combattants ukrainiens, c'est une nomination générale, mais il s'agirait également de la présence des mercenaires qui parlent en anglais, en français, en arabe. Il y aurait aussi tout un corps géorgien. Et ils avaient des blasons qui témoignaient de leur présence sur ce territoire. Certains gens disaient qu'ils étaient poursuivis par des Polonais qui avaient l'intention d'anéantir la population civile. C'est presque une citation. Je cite les gens avec qui j'ai parlé dans les régions de Koursk. Ces gens-là ont été évacués de la zone des actions militaires. Au fur et à mesure, nous libérons ces territoires. Nous allons révéler des informations. Quand les combattants ukrainiens se retrouvent emprisonnés, nous les interrogeons et ensuite ces informations seront utilisées pour présenter des accusations. Je pense que c'est un détail très important. Je parle de la présence des mercenaires étrangers. Encore un autre détail très important, c'est que les combattants ukrainiens indiquent qu'ils ont été préparés par des instructeurs étrangers pour qu'ils puissent effectuer une incursion sur le territoire de Kursk. Mais malheureusement, je ne peux pas faire une distinction entre les mercenaires étrangers et les combattants ukrainiens qui ont commis les mêmes atrocités. Alors pour nous, c'est absolument égal. Ils ont violé le droit international, ils ont tué les gens, ils ont harcelé les gens, les violé, et ils ont commis toutes ces atrocités vis-à-vis des gens absolument innocents. Ils sont toutes les deux catégories sont responsables. Je ne vois pas de distinction. Il s'agit probablement de la présentation des accusations de la part de nos diplomates. Il s'agit quand même de pouvoir le faire avec la sanction de l'État d'où proviennent ces mercenaires. Encore une question. Selon certaines données, la Russie a anéanti 7 armées ukrainiennes. Alors, si nous avons anéanti 7 armées ukrainiennes, avec qui nous combattons aujourd'hui? Vous savez, je ne suis pas un expert militaire et je ne suis pas prêt à vous donner des commentaires sur les données militaires.
Alors je pense que c'est le représentant du ministère de la Défense pourra vous répondre à cette question plus en détail sur le nombre de détachements, sur le nombre de détachements ukrainiens anéantis. Il me semble que le ministère de la Défense donne des informations chaque jour et vous pouvez préciser ces informations au ministère de la Défense. Moi, en tant qu'ambassadeur itinérant pour les crimes du régime de Kiev, je traite plutôt des questions du droit humanitaire international et les crimes contre la population civile. Merci. S'il vous plaît, messieurs, ensemble, revue ensemble, Monsieur Mirochnik, est-ce qu'on fixe les faits de l'enlèvement forcé des enfants des familles et de leur transfert vers l'étranger? Est-ce qu'on connaît le sort de ces enfants-là? Vous savez, il est difficile d'enregistrer ces faits parce que dans la plupart des cas, cela se passe sur le territoire de l'Ukraine. Et cela est légalisé par des structures nationales ukrainiennes. Je ne peux que vous parler des données auxquelles nous avons accès et je ne suis pas sûr que ce sont des données intégrales. Pourtant, nous disposons d'assez de faits qui nous parlent de l'enlèvement des enfants du territoire de Donetsk et de Lugansk. Les enfants ont vu leurs documents changer, transformés, et donc ces enfants ont été transportés sur le territoire contrôlé par l'Ukraine. Ensuite, le sort de ces enfants est méconnu. Nous savons que dans une série d'endroits où les enfants ont été transportés, il y avait des activités très actives de la communauté LGBT et ont enregistré aussi des manipulations commises vis-à-vis de ces enfants. À présent, nous suivons de près chacun des cas que nous pouvons tracer et nous collectons des données concernant les enfants qui sont originaires des territoires qui, d'après la Constitution, sont maintenant font partie du territoire de la Fédération de Russie. Il s'agit des enfants qui ont des parents, qui sont orphelins, qui ont perdu leurs enfants pour une telle ou telle raison. Bien sûr, nous sommes préoccupés par le sort de ces enfants. Les services en question, chargés des droits d'enfants, mènent des travaux de coordination. Il s'agit de la coordination des actions entre les parents et les enfants sur les territoires de l'Ukraine, sur les territoires de la Fédération de Russie. Et le point le plus important, c'est la réunification des familles et le transfert des enfants pour qu'ils soient sous tutelle de leurs parents. Ce travail continue malgré le flux de mensonges qui est émané par l'Occident, par l'Ukraine, et qui parle d'enlèvement d'enfants. En fait, c'est le régime de Kiev qui enlève les enfants de plus en plus souvent. Malheureusement, nous ne pouvons pas présenter des informations concrètes, des données concrètes, parce que cela se produit sur le territoire contrôlé par l'Ukraine. On nous cache les informations sur la destination. On nous cache également les informations sur le nombre d'enfants qui ont été enlevés. Et on ignore quel est le territoire sur lequel ils ont été transportés. Ces enfants peuvent se retrouver en Allemagne, en République tchèque et dans une série d'autres États. Il s'agit des milliers d'enfants. Bref, c'est en objet d'une enquête. Il faut se renseigner sur le sort de chacun de ces enfants, surtout s'il s'agit des enfants qui habitaient sur le territoire qui appartient sous la Constitution à la Fédération de Russie. La télévision de Pakistan, s'il vous plaît. Bonjour, j'ai une question. De quels pas sont entrepris pour attirer l'attention des organisations des droits de l'homme envers les crimes du régime de Kiev? Est-ce qu'il y a la collaboration avec des experts indépendants pour faire des estimations sur cette situation? Oui, bien sûr, un tel type d'activité est très important. Mais je dois noter que malheureusement, un nombre de structures créées comme des structures indépendantes qui ont pu mener des enquêtes indépendantes, collecter des données, maintenant, sous la pression de l'Occident, ils sont transformés dans les plateformes de la propagande. Donc, un nombre de rapports qu'ils produisent, qu'ils présentent, souvent, ils
ne montrent pas la vérité. Donc, vous voyez que mon activité concerne la collecte des données. Nous le faisons dans le régime en ligne chaque jour, chaque heure. Nous coopérons avec les structures fédérales, locales, avec les représentants du pouvoir pour que les actes de violence du droit international soient enregistrés, examinés et transmises dans les organisations internationales. Nos délégations à l'OSCE, dans le Conseil de sécurité de l'ONU, dans le Conseil des droits de l'homme et autres structures étatiques et non étatiques ont tous ces données. Presque chaque semaine, nous présentons nos massifs de données que nous avons collectés et nous le transmettons dans les organisations internationales. La coopération avec les organisations internationales, c'est un aspect très important pour nous, mais ce processus fonctionne dans le soi-disant régime de travail, c'est-à-dire c'est le processus fermé et le parité et le désir de présenter les données vérifiées qui montraient des actions du régime de Kiev. Voilà, c'est notre but. S'il vous plaît, Moscow Post. Bonjour, nous avons 2 questions. La première concerne le sujet déjà abordé aujourd'hui, mais je vais répéter. Quel est le travail sur la diffusion sur les régimes de Kiev en Russie et au monde et dans le secrétariat des organisations internationales comme des BRICS, l'OSCE? Qu'est-ce que vous connaissez sur les crimes de Ruskaya Porечье? Est-ce que vous voulez aborder ce sujet au niveau international et comment? Donc, c'est pas tellement correct d'énumérer toutes les actions qui ont été entreprises pour transmettre l'information complète sur le régime de Kiev. J'ai déjà dit que nous coopérons avec les organisations internationales et cette information est renouvelée en ligne. Mais la question est, qu'est-ce que le diplomate et les organisations internationales, est-ce qu'ils veulent entendre cette information, notre vérité? Il y a quelques jours, il y avait une session sur la formule ARIA au Conseil de sécurité de l'ONU où on a présenté les témoignages de fusillades de centaines de personnes à Селидово. Et donc, le nombre final des personnes tuées, fusillées, nous ne pouvons pas le présenter. Néanmoins, au Conseil de sécurité, nous avons présenté des preuves. Nous avons présenté les témoignages des gens qui ont survécu à Селидово. Ils ont parlé de ces processus de meurtre. Ils ont parlé des actions des groupes punitifs ukrainiens. J'ai reçu presque la même information à Avdiivka, à Chasov Yar, sur les territoires de région de Koursk. Donc, toutes ces données sont collectées, analysées et transmises dans les organisations internationales. Donc, vous voyez, maintenant, il y a ce briefing et nous présentons toujours chaque semaine, chaque jour, des rapports qui sont envoyés à tous ceux qui veulent nous entendre, qui sont préparés à travailler avec nos données. Nous coopérons directement ou non directement avec ceux qui sont intéressés à recevoir une telle information. L'année passée, j'ai visité 9 pays où j'ai eu des rencontres avec beaucoup d'experts, des représentants des milieux diplomatiques, des organisations, des associations publiques, où j'ai présenté les preuves des crimes de régime de Kiev presque dans toutes les directions abordées aujourd'hui. Et toute cette information est présentée dans le rapport sur l'année 2024 qui sera bientôt publié. Donc, tous ceux qui veulent étudier une telle information, ils peuvent le faire et nous
essayons de leur aider. Donc, en ce qui concerne Ruska Parechi, maintenant, il y a une enquête dans cette région. Le nombre de victimes augmente. D'abord, on a parlé de 7 personnes et maintenant, c'est plus que 10. Le problème essentiel, c'est que ces lieux sont très proches envers la ligne de front, seulement 1 kilomètre de la ligne de contact. Donc, les procédures d'enquête, elles sont très difficiles à mener, aussi que la transportation des corps pour effectuer des analyses. Donc, ces travaux seront continués, mais même aujourd'hui, dans la région de Koursk, nous avons des témoignages des proches, nous avons des matériels vidéo, photos transmis chez nous par les parents, les amis. Donc, beaucoup de personnes sont des victimes. Au minimum, c'est 100 à 150 personnes tuées ou amenées à la mort. Nous connaissons les coordonnées de leur sépulture. Donc, quand le territoire sera libéré, nous pourrons mener une enquête qui ne va pas provoquer des questions de quelque part. Merci. Ma seconde question. Prenant en compte de la diminution de l'âge de conscription à l'Ukraine, est-ce que l'Ukraine peut lancer le programme de propagande pour les jeunes dans les masses médias pour qu'ils ne révèlent pas la situation réelle dans la ligne de contact. Donc, le travail est produit. Il y a des organisations qui collectent de telles données sur ce qui se passe du côté ukrainien sur les lignes de front. Donc, vous savez, depuis le commencement de l'opération militaire spéciale, l'Occident a créé des mécanismes pour manipuler les gens. Il utilise l'information bien choisie qui présente, donc si je peux dire, le repas pour les animaux, pour les bêtes, et le fourrage composé qu'il utilise pour le publier dans les masses médias. Et donc, les Ukrainiens même, ils sont pleins, ils ne peuvent pas même absorber une telle information car il y en a trop. Nous remercions tous les participants de ce briefing pour votre envie de diffuser la vérité sur les crimes du régime de Kiev envers la population civile, leur irrespect envers le droit international. Merci pour vos réponses détaillées. Chers collègues, s'il n'y a pas plus de questions, je voudrais vous remercier. Je vous invite de visiter le site web du ministère russe des Affaires étrangères. Monsieur Mirochnik, vos conclusions. Donc, merci beaucoup pour votre intérêt. Tous ensemble, nous pourrons prouver la vérité, transmettre cette information à ceux qui sont intéressés par la situation réelle et qui sont prêts à présenter leur point de vue, la protéger et protéger les normes créées après la Seconde Guerre mondiale et qui est inclus dans les documents de droit international. Donc, merci pour votre participation dans ce briefing.